Tonight, we're going to talk about cryptocurrencies. Everything you don't understand about money combined with everything you don't understand about computers. But Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. It is gold 2.0. If, in fact, you can't crack that at all, government can't get in, then everybody's walking around with a Swiss bank account in their pocket. Connues de tous mais comprises par peu, les crypto-monnaies inondent depuis une décennie le marché de la spéculation. Entre le Bitcoin, le Dogecoin, le Litecoin, le Ripple, ces monnaies numériques ne cessent de croître. Alors question, les crypto-monnaies sont-elles la monnaie du futur? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Nous sommes donc allés voir Gérard Dréan, économiste et spécialiste des crypto-monnaies. Deux mots d'histoire, si vous voulez. En 2008-2009, il y a quelqu'un qui a voulu créer un système de paiement direct entre les gens sans passer par le système bancaire. Et depuis, on s'est aperçu que les technologies qui sont très très pointues, qui ont été inventées pour ça, peuvent servir en fait à des tas et des tas d'autres choses. Un énorme avantage, c'est que le principe même de tout ça, c'est que toutes les transactions sont enregistrées une fois pour toutes, non modifiables et publiques. Plus besoin de banque, de billets, de cartes bancaires ou de chéquier, les transactions se font en l'espace de quelques secondes, sécurité garantie. Mais comment est-ce que cela fonctionne? Chaque transaction est enregistrée sur une base de données publique appelée blockchain. Alors, la blockchain. Comment faire pour que les transactions soient enregistrées de façon permanente, inviolable, non modifiable et publique? Alors, dans la chaîne de blocs, si vous voulez, chaque bloc, donc une fois qu'on a créé un bloc, on l'enregistre et on enregistre avec la clé du précédent dans la chaîne. Comme ça, si vous voulez, comme on l'a, on pourra recalculer la clé du précédent et on va vérifier si c'est bien la même ou pas. Et de proche en proche, si vous voulez, on peut vérifier que rien n'a été modifié. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi on appelle ça une chaîne de blocs. Les blocs, c'est un certain nombre de transactions mises ensemble. Et on protège ce bloc de nouveau par un procédé cryptographique qui consiste à lui mettre comment appelle-t-on ça, une empreinte qui est calculée par des méthodes mathématiques extrêmement complexes. Cette base de données est partagée entre des milliers de systèmes informatiques appelés nœuds. Chaque nouvelle transaction est vérifiée par un nœud. Si plus de 50% des nœuds conviennent que la transaction est valide, elle est ajoutée à la blockchain. En retour, pour avoir vérifié les transactions, les nœuds sont récompensés en crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, c'est ce qui consiste à construire un bloc à partir des transactions et à le protéger de façon qu'on ne puisse plus le modifier par la suite. Alors pourquoi on appelle ça minage? Parce que comme ça coûte très cher, il faut motiver les gens pour le faire. Donc il faut les rémunérer. Donc depuis le début, si vous voulez, de trucs, ça a été construit comme ça. À chaque fois qu'un mineur a construit un bloc et que son bloc a été finalement accepté, on lui verse des bitcoins qu'on a fabriqués pour l'occasion, qui ont été fabriqués pour l'occasion. Et donc, comme c'est la seule façon de créer des nouveaux bitcoins, on appelle ça le minage par analogie avec le minage des métaux précieux. La plus célèbre des devises digitales est le Bitcoin, la première crypto-monnaie fonctionnelle. Lors de son lancement en 2008, la monnaie numérique valait 0 $ et 0 centimes. Actuellement, elle vaut environ 34 000 $. Des systèmes dérivés de Bitcoin, plus ou moins, il y en a maintenant, attendez que je regarde, 10 698, très exactement recensés. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont utilisées pour des transactions légales, mais restent la monnaie de prédilection des achats illégaux sur le dark web. L'un des gros arguments contre, c'est que ça sert à des trafics douteux, etc. Les gens qui connaissent le sujet vous répondront pas plus que les billets de banque. Autre inconvénient des monnaies digitales, elles ne fonctionnent qu'à leur popularité. N'étant adossées à aucune banque ni État, le cours des crypto-monnaies est généralement défini par l'offre et la demande et peut être influencé par un simple tweet. Ainsi, ce qui fait le charme des crypto-monnaies est aussi ce qui inquiète plusieurs instances étatiques. Au Salvador, le Bitcoin a été adopté comme monnaie courante. Il faut savoir que le Salvador, contrairement à presque tous les autres pays, n'a pas de monnaie nationale.
Jusqu'ici, le Salvador utilisait le dollar, hein, et n'a pas sa monnaie nationale. Autrement dit, le gouvernement salvadorien n'a pas de souveraineté monétaire à défendre. Donc, ça ne change pas grand-chose pour eux. Hein. Ça change quelque chose pour les Salvadoriens. Parce que, bon, jusqu'ici, ils hésitaient peut-être à payer ou à se faire payer en bitcoin. Maintenant, bon, ils hésiteront moins ou plus. Bon, mais j'ai cru comprendre qu'à partir du moment où un pays a décrété qu'il a une monnaie nationale, même si c'est le bitcoin, les autres pays sont limités dans ce qu'ils peuvent faire compte. J'ai cru comprendre que les États-Unis ne peuvent plus interdire le bitcoin sur leur territoire dès l'instant qu'un autre pays l'autorise officiellement. Et c'est ce qui explique que le Fonds monétaire international, paraît-il, est en train de faire pression sur El Salvador pour qu'il revienne sur la décision. Parce que bien que ce soit un tout petit pays, il entraîne en partie les autres. Hein. Il crée des contraintes pour les autres. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer ça, parce que il n'est pas nécessaire d'interdire complètement le bitcoin sur le territoire pour entraver considérablement sa diffusion quand même. Une question se pose alors. Les crypto-monnaies vont-elles remplacer les monnaies régaliennes? En fait, ça remet en cause toute l'économie et tout le système monétaire. Parce que, en fait, le principe même, c'est d'introduire une concurrence monétaire. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, dans chacune de nos actes de paiement tous les jours, on peut dire, bah, aujourd'hui, je vais payer Franprix, je vais les payer en bitcoin. Demain, je vais acheter quelque chose chez, je sais pas trop quoi, je vais les payer en autre chose. Un autre jour, je paierai en euros parce que ce jour-là, c'est ce qui me convient. Et ça, si vous voulez, ça remet en cause un privilège que les États se sont arrogés, on pourrait reprendre toute l'histoire, ce serait intéressant mais trop long, d'être ce qu'on appelle la souveraineté monétaire, hein, ce qui leur permet de battre monnaie, de fabriquer de la monnaie comme ils l'entendent. Alors, ça a eu de bons effets cette année parce que ça a permis de sauver des tas de gens de la misère, mais à la base, si vous voulez, c'est un effet, c'est néfaste. Et donc, les gens qui sont derrière le Bitcoin, les gens qui, au départ, avaient lancé l'idée, qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des ultralibéraux, qui veulent évacuer l'État de tout, évidemment, une partie de leur dessein, c'est justement ça, c'est de priver les États de leur souveraineté monétaire. Et les États et les organisations gouvernementales s'en sont progressivement aperçus et sont en train, en ce moment, de fourbir les armes pour faire la guerre à toutes les crypto-monnaies. Moi, je pense que les monnaies dites régaliennes conserveront éternellement leur suprématie. Bon, il y a des gens qui se choqueraient beaucoup quand ils m'entendront dire ça, mais je crois quand même que c'est ça. Parce que quand on y réfléchit bien, pour vous et moi, si vous voulez, pour le commun des mortels, les avantages de payer et d'être payé en bitcoin sont quand même très faibles. Voilà. Ils existent, mais ils sont extrêmement faibles. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est peu utilisé, finalement. Donc, pourquoi changer? Alors, il y a des cas où, il y a des gens pour qui, et des cas où, ça sera intéressant, mais c'est quand même une minorité. Alors, ce qui peut peut-être changer, et ça va être un truc intéressant dans les années qui viennent, c'est de voir si les États vont réussir à empêcher la concurrence entre monnaies ou ne vont pas y arriver. Je pense qu'ils vont essayer par tous les moyens d'essayer de ne pas avoir de monnaie concurrente. Est-ce qu'ils vont y arriver? Les paris sont ouverts. Personnellement, je pense que non. Mais ça ne veut pas dire une seconde que les crypto-monnaies remplaceront les monnaies régaliennes. Ça veut dire qu'elles seront une place à côté des monnaies régaliennes et qu'elles empêcheront peut-être certaines dérives et certains abus des États dans le domaine monétaire.